Premier conseil des ministres du septennat Chirac, mot d'ordre général au gouvernement, rigueur, simplicité et exemplarité. Au Zaïre, le bilan de l'épidémie due au virus d'Ebola continue de s'alourdir, une centaine de victimes, alors que l'OMS redoute le pire. Jean-Paul II est à Prague, un deuxième voyage chez les Tchèques qui ne semble guère susciter la passion. Dans ce journal également, un petit voyage à la fête des plantes de Courson, hommage aux Canaries nantais, champion de France de football, et petit détour à Cannes, avant de retrouver Barbara Hendricks à l'Olympia. Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier conseil des ministres présidé par Jacques Chirac a duré 1 heure ce matin, alors qu'une ambiance de festival de Cannes régnait dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée, envahie par les journalistes en tête à l'applaudimètre des photographes. Margie Sudre, secrétaire d'État à la francophonie, l'une des 29 néophytes du gouvernement Juppé. Récit Carole Comon. Pour la première fois, le nouveau gouvernement, au grand complet, pour la traditionnelle photo de famille. Avec ceux qu'on connaît très bien, ceux qu'on connaît un peu moins et celles qu'on découvre. 48 heures après sa nomination, l'équipe gouvernementale était très attendue ce matin pour ce premier rendez-vous. Dès 9h30, le Premier ministre Alain Juppé quitte Matignon et donne déjà l'exemple. Pas d'escorte, pas de gyrophare et arrêt au feu rouge, conformément aux nouvelles consignes. Un dernier coup de fil et déjà la cour de l'Élysée. Décidément toujours ponctuel, le chef du gouvernement arrive le premier. 42 ministres et secrétaires d'État vont ensuite se succéder. D'abord les vieux routiers. Alain Madelin qui prend le temps de la pause. Ou François Bayrou qui joue lui les hommes pressés. Quelques effusions aussi entre les nouvelles, Françoise de Panafieux et Nicole Hamelin. Mais c'est l'arrivée de Margie Sudre, nouvelle secrétaire d'État à la francophonie, qui fera le plus d'effet. C'est ensuite le traditionnel tour de table autour de Jacques Chirac. Le premier conseil des ministres durera un peu plus d'1 heure. À la sortie, c'est Éric Raoult qui mimera la consigne « Motus ». Mais certains se laisseront tout de même aller. Vous étiez intimidé ? Un petit peu au début, là, on a du mal à trouver ses marques. C'était très bien et ça donnait une jolie petite note un petit peu gaie. Du tailleur, vous voulez dire ? Oui, absolument. Je ne connaissais pas, je n'étais pas venu à l'Élysée depuis 79, vous voyez. C'est très impressionnant et je suis très impressionnée. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé? Nous avons écouté le président de la République et le Premier ministre. Bon, mais maintenant, je vais travailler à ma déclaration de politique générale, vous voyez. C'est qu'après la cohue et les embrassades, le travail reprend ses droits, tout comme les habitudes. Prochain conseil des ministres mercredi, déjà presque la routine. On l'a vu, ce sont les 12 femmes du gouvernement qui ont été les vedettes de ce premier conseil. Parmi elles, Colette Codaccioni, nommée ministre de la Solidarité entre les générations, une ancienne sage-femme de 52 ans qui a déjà fait ses preuves en politique en enlevant notamment l'ancien fief électoral de Roger Salengro à Lille. Reportage Laurent Bailly, Éric Mangani. Un vrai conte de fées pour Colette Codaccioni, visiblement impressionnée par ce tout premier conseil des ministres. Heureusement, le garde des Sceaux, Jacques Toubon, lui a galamment servi de guide. 1 heure plus tard, le sentiment du ministre de la Solidarité entre les générations. Oui, c'est un grand jour d'être ici pour la première fois et dans ces conditions. Colette Codaccioni, ministre d'un gouvernement qui comprend 12 femmes, c'est une double première. Au fait, pendant ce conseil, hommes et femmes faisaient-ils bande à part? Nous n'étions pas parqués toutes ensemble, chacune à sa place, et donc nous étions à part entière. Mais au-delà des honneurs et de la starisation, ce qui fait courir Colette Codaccioni, ce sont les difficultés liées au couple famille-travail. D'abord en tant que mère, elle a 5 enfants, mais aussi en tant que femme politique, elle est députée du Nord et de par sa profession, sage-femme. Tous ces moments vécus auprès des femmes m'ont permis de dire à un moment donné qu'il fallait que je fasse autre chose, que je m'en occupe à un autre niveau, dans un autre champ de compétences. Le ministre Codaccioni envisage par exemple de créer une allocation de libre choix. Si l'un des 2 parents arrête de travailler dès la naissance du premier enfant, l'État lui versera 3 000 francs par mois. Pas question d'élaborer une loi dans les 24 heures, mais Colette Codaccioni, qui vient de rentrer à Lille ce soir, a déjà un cahier de textes bien rempli. On a une semaine là pour rendre sa copie. Ce matin c'était la rentrée des classes, après c'est la rentrée des devoirs. Et la journée n'est pas finie, Madame le ministre doit encore assister ce soir à un match de foot régional. Baptême du feu également ce matin pour le Benjamin du gouvernement, François Barouin, porte-parole, qui a rendu compte de la première déclaration du président Chirac devant ses ministres. Le président de la République, Jacques Chirac, a tout d'abord rappelé que notre système de gouvernement présente aujourd'hui des signes d'essoufflement
et que nous étions par ailleurs dans une période difficile qui menaçait la cohésion sociale de notre pays et par là même les principes moraux sur lesquels repose notre République. Il a donc appelé à une mobilisation générale. Il a développé sa conception du changement, changement de méthode et de politique, mais également changement d'état d'esprit et de comportement. De cette mobilisation, l'exemple doit venir d'en haut, c'est celui de la rigueur, de la cohérence, de la simplicité et de l'efficacité. On vient de le dire, mot d'ordre général, simplicité et rigueur. Dans l'esprit de Jacques Chirac, les responsables politiques doivent être des citoyens exemplaires. Tout membre du gouvernement mis en examen devra démissionner immédiatement. Sur un registre plus anecdotique, le président a interdit les gyrophares et autres sirènes et demandé à tout le monde de s'arrêter au feu rouge. Dans le même état d'esprit, le Conseil a décidé de restreindre fortement les activités du GLAM, le groupe de liaison aérienne ministérielle, créé par le général de Gaulle, le GLAM qui dispose d'une flotte de 8 appareils, 6 jets et 2 hélicoptères Super Puma, tous pilotés par des militaires de l'armée de l'air. Au terme d'une semaine riche en événements et en déclarations, on peut faire un premier bilan. Arlette Chabot, on y voit ce soir un peu plus clair sur les intentions du nouveau président. Oui, il y a d'abord la volonté du président Chirac de montrer qu'il n'a pas oublié les promesses et les engagements du candidat Chirac. On retrouve donc, au travers de toutes les déclarations, dans l'architecture du gouvernement, le rappel de la priorité absolue, l'emploi, l'utilisation des mots-clés de la campagne, exclusion, citoyenneté, pacte social. On retrouve le souci de rétablir la primauté du politique sur la technocratie, dans le choix des ministres, moins d'énarques, des cabinets réduits, et l'interdiction de nomination de hauts fonctionnaires à la tête d'entreprises publiques dont ils ont eu le contrôle précédemment. On retrouve encore, et c'était hier, la revalorisation du Parlement avec la mise en route de la session unique. Enfin, la réaffirmation de l'impartialité de l'État avec la réduction annoncée du nombre des nominations effectuées par le président de la République et de nouveaux moyens pour la justice afin d'assurer son indépendance. Alors après les principes, il y a le style, la volonté de Jacques Chirac d'affirmer une présidence modeste. C'est symbolique, mais vous savez, dans les sociétés modernes, on gouverne souvent avec des images et des symboles. C'est la suppression annoncée du GLAM, l'arrêt au feu rouge, en espérant évidemment que ces mesures seront appliquées et durablement. Simplicité du président, moins de protocoles, simplicité recommandée aux ministres. Voilà pour le cadre défini par le président cette semaine. Reste la mise en œuvre, la volonté de faire vite et fort. Réunion des préfets lundi pour les mobiliser sur l'emploi. Déclaration de politique générale du Premier ministre mardi. Chaque ministre a 8 jours pour faire connaître son programme. Et là, c'est à Alain Juppé de jouer avec une obligation de résultat. Merci. Fin de ce chapitre politique. Je vous rappelle simplement que c'est Henri Emmanuelli, le premier secrétaire du PS, qui sera demain l'invité de l'heure de vérité à midi sur France 2. À Tarbes, un attentat à la bouteille de gaz a gravement endommagé cette nuit le bâtiment principal de la préfecture des Hautes-Pyrénées. L'explosion, qui n'a pas fait de blessés et qui n'a pas été encore revendiquée, a fait, vous le voyez, pas mal de dégâts dans le hall d'accueil et dans un certain nombre de bureaux. À l'étranger, au Zaïre, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus d'Ebola s'alourdit de jour en jour. 97 morts selon un porte-parole de l'OMS sur place qui redoute une augmentation considérable des victimes. Olivier Lerner. Conséquence heureuse, ces milliers d'hommes bloqués depuis plusieurs jours entre Kikwit et Kinshasa vont enfin pouvoir reprendre leur route. Le blocus est levé au Zaïre. Ici, on frisait l'émeute. Mais la conséquence peut être aussi fâcheuse. Si ces hommes sont contaminés par le virus Ebola et s'ils entrent dans la capitale sans aucun contrôle sanitaire, alors on va sans doute tout droit à la catastrophe au Zaïre. À Kikwit, la zone la plus touchée, c'est au pas cadencé et en chantant que les infirmiers de la Croix-Rouge enterrent les victimes du virus Ebola. Dernier bilan, 97 morts. L'Organisation mondiale de la santé n'est pas optimiste et fait savoir qu'elle redoute une augmentation considérable des victimes de l'épidémie. À Kikwit, ici, avec des moyens dérisoires, les médecins donnent des conseils pour échapper au virus. Depuis quelques jours, Kinshasa, avec ses 5 millions d'habitants, s'était refermée sur elle-même. Un blocus qui a évidemment provoqué une hausse des prix. Personne n'osait vraiment prendre la décision de lever les barrages routiers censés protéger la population non encore contaminée par ce virus dévastateur, qui malgré les efforts de la Croix-Rouge, n'a pas fini de faire des ravages. Jean-Paul II est arrivé à Prague en fin de matinée. Prague, première étape d'un voyage de 3 jours qui doit également le mener en Pologne.
Alors que ce voyage semble susciter une certaine indifférence, le pape a salué dès son arrivée la chute du communisme à l'Est comme une victoire du christianisme. Reportage de notre envoyé spécial Alain Chalvon. Les autorités tchèques avaient bien fait les choses avec ces barrières jaunes et blanches aux couleurs du Vatican sur le parcours du pape. Ce qui manquait, c'était la foule, même devant le palais royal. Et encore, y avait-il là beaucoup de touristes, comme ces jeunes Français. Oui, on l'a vu. Il est vieux, ouais. Il y avait plus de monde au grand stade de Prague pour la messe, mais on est loin des foules de 1990 qui se pressaient pour accueillir le pape. Le pays sortait alors du communisme et la religion pouvait être une des portes de sortie. Mais les Tchèques, à 58% athées, semblent préférer aujourd'hui la société de consommation, les grands magasins, les belles voitures et même le fast-food, et paraissent bien indifférents à cette visite pontificale. Pape? Le pape? Quel pape? Ah oui, John Paul II. Jean-Paul II. Je n'ai pas de religion. Jean-Paul II a fêté ses 75 ans jeudi, mais paraît en bien meilleure forme qu'à la fin de l'année dernière. Fort de cette énergie qu'il met au service de son discours moral et spirituel contre ce matérialisme capitaliste qui a saisi la société tchèque. Pour son 75e anniversaire, Prague n'a pas réservé au pape un accueil à la hauteur des espérances du Saint-Père. Il devrait en être tout autrement demain en Moravie. C'est la région la plus catholique de la République tchèque. Elle a aussi l'avantage d'être tout près de la frontière polonaise. À Jérusalem, manifestation commune de Palestiniens et de pacifistes israéliens pour protester contre le projet du gouvernement d'exproprier des terres arabes à Jérusalem-Est. Sur place pour France 2, Charles Anderle. L'appel à la grève a été massivement suivi à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Ce genre de protestation est très rare depuis les accords israélo-palestiniens d'Oslo en 1993. On fait la grève parce que les Israéliens volent des terres palestiniennes. Et on se pose des questions sur l'avenir de Jérusalem. Et puis il faut leur rappeler que l'intifada n'est pas morte. Dans la crainte de nouvelles manifestations, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte. Au sud de Jérusalem, sur un des terrains réquisitionnés par le cabinet Rabin, la gauche israélienne est venue exprimer sa solidarité aux Palestiniens. Les slogans « Il faut démanteler les implantations » et aussi « Deux pays pour deux peuples ». Cette manifestation bon enfant ne présage pas de l'avenir car les dirigeants palestiniens haussent le ton. Marwan Barghouti, le chef du Fatah en Cisjordanie. Cette négociation ridicule avec Israël doit cesser immédiatement jusqu'à l'annulation des confiscations de terres et la libération des prisonniers palestiniens. Sinon, nous lancerons l'intifada de Jérusalem. Mais Yasser Arafat ne veut pas suspendre les pourparlers. Ces négociateurs continuent de rencontrer leurs homologues israéliens pour faire oublier le problème de Jérusalem. Yitzhak Rabin accorderait des concessions importantes aux Palestiniens. La Belgique, devenue un État fédéral en 1993, va désigner demain pour la première fois les élus appelés à siéger dans les 7 assemblées nationales ou régionales créées par la réforme de la Constitution. La campagne électorale a été marquée par les affaires de pots de vin qui ont éclaboussé le Parti socialiste. On s'attend à une nette progression des votes en faveur de l'extrême droite, notamment en terre flamande. Reportage de nos envoyés spéciaux à Anvers, Thierry Tuillier, Alain Poirier. Philippe de Winter apprend vite. Il ne manifeste aucun agacement quand une militante antifasciste le traite d'Hitler. Il en va, il est vrai, de sa respectabilité conquise à grands coups de sourire sur les marchés d'Anvers, lui le leader du parti ultranationaliste flamand. Les affiches du Vlaamsblok, littéralement le bloc flamand, sont-elles pourtant sans équivoque. Le poing sur la table, elles demandent des comptes à la classe politique. Tous les partis traditionnels, la bande de 4 est mêlée dans les scandales, dans les magouilles politiques. Et je pense que c'est le thème numéro 1, certainement pour les électeurs, et que beaucoup de gens ont voté pour le Vlaamsblok parce que le Vlaamsblok est le seul parti avec les mains propres. À l'intérieur de la permanence, on en apprend davantage. Le Vlaamsblok ne prône pas seulement le renvoi des étrangers ou l'indépendance de la Flandre. Son nationalisme est d'abord ethnique, puisé dans l'histoire la plus noire. Un ancien combattant exhibe devant nous la croix des volontaires SS flamands
engagé en 39-45 contre l'armée rouge. Vous êtes avec les Allemands? Avec les Allemands, naturellement. Contre le bolchevisme. La parole pour nous, c'est la Belgique qu'elle crève. Pareil discours n'effraie pas à Anvers. Malgré une immigration maîtrisée, le Vlaams-Blok y est le premier parti recueillant 28% des suffrages. Et sa progression dans toute la Flandre inquiète. Le vote d'extrême droite n'est qu'un des nombreux indices d'une démocratie malade. Un Belge sur deux, par exemple, n'irait pas voter ce dimanche si l'abstention n'était pas illégale et sanctionnée. Un vote obligatoire qui, cette fois-ci, ne devrait pas suffire à masquer le malaise grandissant des électeurs belges face à leur classe politique. À Paris, l'association Droit Devant organise à partir de ce soir 24 heures de concert non-stop au Zénith pour renflouer des caisses mises à mal par des opérations style de la rue du Dragon. Reportage de Florence Bouquilla. L'émotion pour les sans-logis. Jacques Higelin en grand porte-drapeau de l'association Droit Devant, un concert presque improvisé dans une atmosphère carnavalesque, humour, enthousiasme et espoir. Il a un coup de main, chanter, faire la fête avec les autres. T'as vu, il y a des tas de groupes, il y a des tas de gens qui vont passer et tout ça. Faire des bœufs, chanter mes chansons, de temps en temps aider Jacquard à chanter du rap. Oui, le professeur Jacquard se lance dans le rap. Ça, c'est très intéressant. Albert Jacquard manque encore d'entraînement, mais le cœur y est, comme pour Jean-Louis Aubert, Véronique Sanson, Cheb Mami et bien d'autres. D'ailleurs, cette fois, l'affiche importe peu aux spectateurs. Pourquoi je viens ici? Parce que je crois que c'est important d'aider un peu ceux qui n'ont pas ce qu'on peut avoir. Et puis, c'est un droit pour les gens de vivre normalement, et c'est un devoir pour ceux qui ont plus de chance que d'autres de les aider. Par solidarité pour les exclus, pour les femmes qui sont au chômage beaucoup plus que les hommes, pour les sans-logis, pour toutes sortes de choses de ce style. Voir un peu ce qui se passe, parce que bon, chez nous il y a des trucs comme ça et on aimerait bien peut-être aider les gens aussi par chez nous en Belgique. Droit Devant espère 6 000 entrées, les places sont à 150 francs, 50 francs pour les chômeurs ou RMistes, le prix à payer pour participer. Tous les fous de jardin ont rendez-vous ce week-end à Courson, dans l'Essonne, pour l'incontournable, comme l'on dit, fête des plantes. 170 exposants venus de toute l'Europe pour vous permettre de réaliser les rêves les plus fous en matière de botanique. Reportage Marie-Josée Le Picard, encore très verte, et Céline Remlinger. Ça n'est pas un pique-nique, mais les journées des plantes au domaine de Courson. Un week-end de mai, un week-end d'octobre, 20 000 amateurs de jardin viennent de France et même désormais d'Angleterre admirer, choisir devant les stands de pépiniéristes et d'horticulteurs où l'on dépense 20 francs ou 20 000 francs pour la variété rêvée. Collection de magnolias, collection de pivoines, les fleurs simples sont à la mode. Déclinaison d'iris, pourquoi faire simple, n'est-ce pas, quand on peut faire compliqué? Exposition de primes verts venues des Vosges, vivaces, résistantes, incroyablement sophistiquées, objet de culte, d'amour, de collection depuis 3 siècles. On cultivait ces plantes et on en faisait donc des plantes de collection que l'on montrait dans des théâtres comme celui-ci, que l'on promenait bien souvent de village en village pour pouvoir les exposer, comme j'essaye de le faire ici. Plantes étonnantes venues de l'Himalaya, immenses, inquiétantes, déroutantes. Jardin médicinal, rose nouvelle, la vedette chez Meillan, baptisée domaine de Courson. Rose ancienne, les chéris du moment. Beaucoup de personnes recherchaient le côté désuet des plantes, des pores assez désinvoltes, et puis en fait surtout le parfum, qui commençait à manquer sérieusement, et je crois que les roses anciennes veulent restituer toutes ces choses-là. Enfin, fantaisie fantastique, les taupières, ouvrage de patience, de persévérance, mais un jardin, n'est-ce pas, c'est l'œuvre d'une vie. Et pour tous les jardiniers curieux et autres amoureux de la nature, je signale la parution de ce nouveau mensuel, Nature et Jardin, qui a pour ambition de proposer des méthodes naturelles sans compliquer la vie du jardinier amateur.
2 journées avant la fin de la saison, les Canaries nantais ont définitivement conquis leur titre de champion de France en faisant match nul contre Bastia hier soir 2-2. 2 buts, vous le voyez, inscrits en contre dans la première mi-temps, d'abord par Christian Carambeu et ensuite par Patrice Loco qui en a profité pour conforter sa position de meilleur buteur avec 21 buts au total. Grâce au trio magique, Wedek, Pedros et Loco, déjà cités, le FC Nantes a réussi l'exploit de passer 32 journées de championnat sans concéder une seule défaite. Un petit récital de buts concocté par Christophe Duchiron, notre spécialiste de la salade de fruits. C'est jaune, mais ça n'est pas une banane. C'est vert, mais ça n'est pas un petit pois, ça ne descend pas. Alors ça monte, qui est-ce? Le FC Nantes, champion de France, et en plus, ça fait des étincelles. Cette saison, les Nantais avaient 2 artificiers de première. Artificier numéro 1, Patrice Loco. 20 buts, un genre de terreur qui a sévi sur tous les terrains de France. Mais Loco n'a pas travaillé en solo. Artificier numéro 2, Nicolas Wedek. 18 buts, il dégaine comme son partenaire et il tire sur tout ce qui bouge. Résultat, au tableau de chasse du FC Nantes, la meilleure attaque du championnat. Au mois de janvier, match au sommet, sur le terrain un seul géant, Nantes, qui va gagner à Paris 3-0. Finalement, une seule fausse note. Un match perdu contre Strasbourg, n'empêche, ça venait après 32 matchs sans défaite, un record. Alors bravo au FC Nantes, qui a ajouté un 7e titre à son palmarès. Bravo à Carambeu, à Pedros, à Loco, à Wedek et aux autres. Ils ont fait de Nantes la capitale du foot français. Bravo à Coco Sodo, l'entraîneur en chef des Jaunes et Verts, qui font des étincelles. Handball avec un Cocorico, vice-champion du monde il y a 2 ans. L'équipe de France s'est à nouveau qualifiée hier pour la finale des championnats du monde en dominant l'Allemagne, 22-20. Une finale qui opposera demain dimanche la France à la Croatie. Reportage de Jean-François Keker et Patrick Goupillon. Passé la joie d'aller en finale, les Français sont tous restés dans les tribunes pour observer leurs futurs adversaires. Pour battre la Croatie, il faudra compter sur la mobilité collective et sur la performance individuelle de Karvadek. C'est vrai que je suis tout nouveau, je pense que j'étais bien intégré. C'est vrai qu'il faut remplacer Philippe Garnan, c'est pas évident. Et bon, j'ai la chance qu'au niveau du tir, j'ai beaucoup de réussite. Je suis presque à 100%, bon, parce que les gardiens ne me connaissent pas aussi, certainement. Ce matin, les Français ont travaillé pour contourner la défense très particulière des Croates. 1 heure de réflexion et de répétition, ils sont prêts. Tactiquement, on sait à peu près ce qu'il faut faire, je l'espère. Sinon, ce serait un gros reproche pour moi. Maintenant, encore faut-il le réaliser. L'appétit des Français va grandissant depuis le début de la semaine. Moribond dimanche dernier, les vice-champions du monde sont bien décidés à gravir la dernière marche du podium. On a retrouvé un peu l'ambiance qu'on avait à Barcelone, mais à ce meilleur niveau, je trouve qu'on a repris un peu le poil de la bête, quoi. C'est-à-dire, on s'est regroupé, c'est ça qui nous a fait notre force. Jamais une équipe française n'a disputé 2 fois de suite une finale de championnat du monde. C'est déjà un exploit. Les joueurs s'en moquent, seul le titre les intéresse. Et puis tout de même un mot de l'exploit réalisé par Alison Hargreaves, une Britannique de 33 ans qui a atteint le sommet de l'Everest. Exploit d'autant plus extraordinaire que cette jeune femme a réalisé cette ascension en solitaire et sans oxygène. Sport toujours, en solitaire et sans oxygène, le nouveau ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, a escaladé aujourd'hui le perron de l'Élysée ce matin. Et en fin d'après-midi, vous le voyez, après s'être reposé tout de même, les marches du palais du Festival de Cannes, cette fois en compagnie de Barbara Hendricks. Le nouveau ministre devrait présider ce soir un grand bal pour fêter l'entrée du cinématographe dans son 2e siècle. Ce soir, les festivaliers s'intéressent à la vie intime du 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui séjourna à Paris comme ambassadeur de 1784 à 1789. Film signé du Britannique James Ivory, avec la participation de nombreux acteurs français, notamment Michel Lonsdale dans le rôle de Louis XVI, Charlotte de Turckheim en Marie-Antoinette ou encore Lambert Wilson en Lafayette. Reportage Nicole Cornu-Langlois. Cette allure imposante et nonchalante, c'est Nick Nolte à Cannes. Il est Jefferson à Paris. Thomas Jefferson, ministre plénipotentiaire de l'Amérique. Au nom des États-Unis d'Amérique septentrionale, j'ai l'insigne honneur de présenter mes hommages à votre Majesté. Quand Jefferson arriva à Paris, il avait été évincé par Tom Paine.
Il avait perdu sa femme, ses enfants, il voulait se retirer dans sa terre natale, la Virginie. Bref, il était très déprimé. Pour Jefferson, Paris fut une résurrection. Il observe et tente de comprendre tous les rouages de la Révolution en marche. Père de l'indépendance américaine, il est souvent attaqué sur l'esclavage. Tous les hommes naissent-ils vraiment égaux, monsieur Jefferson? Ou serait-il plus légitime de dire tous les blancs naissent-ils égaux? Question d'autant plus cruciale que Jefferson tombe amoureux de Sally Hemings, esclave qu'il a amenée avec lui et qui deviendra la mère de ses 6 enfants nés esclaves alors qu'il sera président des États-Unis. Homme complexe, puritain et cultivé, il est séduit aussi par la liberté et le raffinement de Maria Cosway. Elle était une intellectuelle et une idéaliste. Et je crois que, oui, à cette époque-là, il y avait peut-être quelques grands hommes comme Jefferson et des autres grandes, mais de femmes qui étaient grandes comme Maria, il n'y avait presque pas. Il la quitte pourtant pour accomplir son destin historique. Un personnage surprenant, attachant, que Nick Nolte défend avec rigueur et passion. Et pourquoi pas un prix d'interprétation. Et puis en marge de ce festival, à Cannes, Jean-Pierre Elkabbach a rencontré des producteurs de cinéma. Le président de France Télévisions souhaite donner les moyens aux artistes français de créer en toute liberté, d'où la nécessité de faire le bon choix budgétaire. Cette année, il s'agit de 240 millions de francs investis dans le cinéma, dont 120 millions en coproduction pour 35 films français. Une fois n'est pas coutume, l'Olympia va accueillir une grande diva pour un concert unique. Lundi, Barbara Hendricks va interpréter ses airs préférés composés par Duke Ellington. Louis Carzou et Jean Corneille, nos spécialistes des Reines du Chant et des Dukes, ont eu le privilège d'assister à la générale. Plus qu'un hommage, loin d'une expérience, lorsque Barbara Hendricks s'embarque avec son trio sur les mélodies du grand Duke Ellington, c'est un peu sur ses propres traces que la diva revient. Celle d'une enfant pauvre, native de l'Arkansas, douée d'une voix unique. Loin des ors classiques, Barbara Hendricks goûte ainsi la joie de retrouvailles avec ses racines musicales. J'ai fait un chemin qui était très long et qui était très loin pour arriver dans les scènes de la Scala, de l'Opéra de Paris, à Moscou, au Japon, Buenos Aires. Et moi, je n'étais pas sûre que je pouvais faire le voyage, le chemin de retour. Et le sentiment que j'ai senti après avoir chanté le premier concert, c'était oui, c'est possible, je peux le faire. Dans ces chansons légères, comme dans l'air de Mimi, c'est toujours un privilège de partager les joies de Barbara Hendricks. Voilà, fin de ce journal. Dans notre série On vit une époque formidable, cette information en provenance d'Angleterre. Un vénérable Britannique a légué sa maison d'une valeur de 600 000 francs environ à Samy, un chat de gouttière qu'il avait recueilli il y a quelques années. Heureusement, mes chats n'écoutent pas le journal, sauf quand c'est l'heure de la brosse à dents et des enfants de la télé. Ensuite, dernier journal, vers 1h du matin, avec Patrice Romden, les chats seront couchés. Dans un instant, la météo, avec Nathalie Rioué, qui nous promet théoriquement un dimanche plus ensoleillé. À demain, 13h et 20h. Excellente soirée, merci.